Vous n'êtes qu'un simple agent d'entretien, Adam. Laissez les affaires de l'entreprise à ceux qui s'y connaissent vraiment. » Les mots de Richard Blackstone résonnèrent dans la salle de réunion vitrée de Pinnacle Industries, suivis par les rires étouffés des cadres autour de la table en acajou. Je me tenais là, tenant mon chariot de nettoyage d'une main et une enveloppe en papier Kraft de l'autre. Dans cette enveloppe se trouvait la découverte qui pourrait sauver l'entreprise d'une catastrophe financière de 80 millions de dollars. Mais pour Richard, j'étais invisible. Juste un autre uniforme bleu qui passait inaperçu dans les couloirs de l'entreprise. Je m'appelle Adam Torres et, à 32 ans, je travaille comme superviseur de nettoyage chez Pinnacle Industries depuis 8 ans. Ce que ces personnes en costume à 3000 $ ne savaient pas, c'est que j'avais 2 diplômes universitaires chez moi, l'un en comptabilité et l'autre en administration. La crise financière de 2008 a détruit ma carrière lorsque mon ancienne entreprise a fait faillite, me forçant à accepter n'importe quel travail disponible pour nourrir ma famille. Mais il y avait un avantage à être invisible. Pendant 8 ans, j'ai nettoyé des bureaux après les heures de travail, rangé des documents laissés sur les tables et inévitablement, absorber des informations que personne n'aurait imaginé qu'un simple agent d'entretien puisse comprendre. Et 3 jours auparavant, en vidant la poubelle du directeur financier, j'ai vu les rapports préliminaires de l'audit. Des chiffres qui ne correspondaient pas. Des divergences qui criaient à la fraude. « Monsieur Blackstone », ai-je insisté, ma voix ferme malgré l'humiliation qui me brûlait la poitrine. « Si vous pouviez juste jeter un œil à ces documents, il y a des preuves que quelqu'un détourne des fonds du compte des acquisitions. Les chiffres montrent des transferts non autorisés totalisant. Ça suffit. » Richard a frappé du poing sur la table, ses yeux bleus glacés fixés sur moi. « Sécurité. Escortez cet homme dehors. Et vous, a-t-il dit en me pointant du doigt, vous êtes renvoyé. Prenez vos affaires et quittez mon immeuble. Immédiatement. » Les murmures dans la pièce s'intensifièrent. Certains cadres évitaient mon regard, clairement mal à l'aise avec la situation. D'autres semblaient amusés par le spectacle. Mais j'ai vu autre chose dans les yeux de Richard à ce moment-là. Ce n'était pas seulement de l'arrogance. C'était de la peur. Le genre de peur qui survient lorsque quelqu'un touche de trop près à la vérité que vous essayez désespérément de cacher. Alors que les agents de sécurité s'approchaient, j'ai acquiescé calmement et remis l'enveloppe dans mon chariot. « D'accord, monsieur. Je vais rassembler mes affaires. » Je suis sorti de cette pièce avec la même dignité que lorsque j'y étais entré, mais mon esprit tournait à toute vitesse. Richard Blackstone venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Car ce qu'il ne savait pas, c'est que je n'avais pas seulement découvert des chiffres incohérents. J'avais découvert tout un système, avec des noms, des dates et des comptes bancaires. Et plus important encore, j'avais des copies de tout cela en sécurité chez moi. Si vous aimez cette histoire d'un simple agent d'entretien qui se prépare à faire tomber un PDG corrompu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir jusqu'où cette vengeance peut aller. Alors que je marchais dans le couloir vers l'ascenseur, les regards curieux me suivant, une seule question me trottait dans la tête. Richard croyait-il vraiment avoir étouffé le problème en me licenciant? Parce que s'il le croyait, il était sur le point d'apprendre une leçon très coûteuse sur le fait de sous-estimer les personnes qu'il considérait comme invisibles. Richard Blackstone n'était pas seulement un PDG arrogant. C'était un prédateur corporatif qui avait transformé Pinnacle Industries en son terrain de jeu personnel. À 51 ans, avec ses cheveux gris parfaitement coiffés et ses costumes italiens sur mesure, il incarnait tout ce que les gens méprisaient dans le monde des affaires américains. Au cours des 8 années que j'ai passées à l'observer dans les couloirs, j'ai vu comment il opérait. Richard n'avait pas bâti sa fortune grâce à l'innovation ou à un leadership visionnaire. C'était un maître de la manipulation financière qui utilisait l'entreprise comme son compte bancaire personnel tout en conservant une façade impeccable pour les investisseurs et les employés. Le stratagème que j'ai découvert était plus sophistiqué que je ne l'avais imaginé au départ. Grâce aux documents que j'ai rassemblés au cours de mois de travail nocturne, j'ai cartographié un système complexe de transferts frauduleux. Richard avait créé un réseau de sociétés fantômes, tout enregistré dans des paradis fiscaux, qui recevaient des paiements pour des services de conseil qui n'avaient jamais été fournis. Au cours des 3 dernières années, il a détourné plus de 12 millions de dollars des fonds d'acquisition de l'entreprise. L'argent était transféré vers des comptes aux îles Caïmans via un réseau complexe de transactions qui semblaient légitimes en surface, mais qui révélaient leur véritable nature lorsqu'elles étaient analysées dans leur ensemble. Le plus révoltant était la façon dont il justifiait ses crimes. Dans des enregistrements audio que j'ai trouvés dans la poubelle de son bureau, des conversations téléphoniques qu'il avait supprimées mais oublié de vider de la corbeille. J'ai entendu Richard se vanter à un ami d'être trop intelligent pour se faire prendre et de considérer les employés comme du bétail qui travaille pendant que les malins s'enrichissent. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, après avoir été escorté dehors comme un criminel, ma femme Maria m'attendait dans la cuisine. Ses yeux se sont remplis de larmes quand je lui ai raconté ce qui s'était passé. « Adam,
Comment allons-nous payer l'hypothèque? Et le traitement médical de Sophia? M'a-t-elle demandé, faisant référence au coût croissant de la thérapie occupationnelle de notre fille de 7 ans, née avec une paralysie cérébrale. C'est à ce moment-là que j'ai pris pleinement conscience de la réalité de la situation. Il ne s'agissait plus seulement de ma fierté blessée ou d'une question de justice abstraite. Richard venait de priver une famille qui dépendait de chaque centime de mon salaire de son gagne-pain. Il avait condamné une enfant handicapée à perdre potentiellement le traitement dont elle avait besoin. Cette nuit-là, tandis que Maria dormait paisiblement à mes côtés, je suis resté éveillé à mettre de l'ordre dans mes pensées. Les preuves dont je disposais n'étaient pas seulement des chiffres sur des feuilles Excel. Il s'agissait de transactions spécifiques que je pouvais retracer jusqu'à des comptes bancaires réels. J'avais les noms des cadres complices, notamment celui du directeur financier Jonathan Hay, qui signait les autorisations en sachant exactement où allait l'argent. Plus important encore, j'avais quelque chose que Richard n'imaginait pas, une connaissance intime de tous les systèmes internes de l'entreprise. Pendant 8 ans passés à nettoyer des bureaux, j'avais mémorisé les mots de passe laissés sur des post-it, observé les procédures de sécurité et même photographié des documents importants lorsque je trouvais des preuves d'irrégularité. Richard pensait que mon licenciement avait éliminé la menace. En réalité, cela m'avait simplement libéré des contraintes liées à mon statut d'employé de l'entreprise. Je pouvais désormais agir sans me soucier des protocoles ou des hiérarchies de l'entreprise. Le 2e jour après mon licenciement, j'ai découvert que Richard avait diffusé une version déformée des événements à d'autres cadres. Selon lui, j'étais un employé instable qui avait piraté des fichiers confidentiels et porté des accusations sans fondement parce que j'étais émotionnellement perturbé par les changements au sein de l'entreprise. Ce récit mensonger n'était pas seulement un mensonge, c'était une stratégie calculée pour détruire ma crédibilité avant que je puisse révéler la vérité. Richard utilisait son pouvoir et son influence pour me faire passer pour un conspirateur fou, s'assurant que toute preuve que je présenterais serait discréditée dès le départ. C'est à ce moment-là que j'ai compris à qui j'avais affaire. Richard n'était pas seulement un voleur. C'était un sociopathe qui détruirait quiconque menacerait son empire, quelles que soient les conséquences pour des familles innocentes. Alors qu'il dormait paisiblement dans son manoir de 3 millions de dollars, construit avec l'argent volé à ses propres employés, ma famille était confrontée à la possibilité de perdre notre maison. Alors qu'il planifiait ses prochaines vacances sur un yacht privé, Sophia risquait de devoir interrompre le traitement qui l'aidait à développer ses capacités motrices de base. Mais Richard avait commis une erreur fondamentale en me sous-estimant. Il avait vu un uniforme de nettoyeur et avait supposé qu'il s'était débarrassé d'un problème mineur. Ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est qu'il avait déclaré la guerre à quelqu'un qui connaissait tous les secrets sordides de son opération frauduleuse. Allongé dans l'obscurité de ma chambre cette 3e nuit-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Il ne s'agissait pas seulement de récupérer mon emploi ou de rétablir ma réputation. Il s'agissait de faire en sorte que Richard Blackstone subisse des conséquences réelles pour chaque dollar volé et chaque vie qu'il avait détruite. À partir du lendemain, j'allais mettre en œuvre un plan qui transformerait son arrogance en sa plus grande vulnérabilité. Car tandis que Richard célébrait en silence ce qu'il croyait être sa victoire, je construisais déjà méticuleusement les fondations de sa chute. La campagne de Richard pour détruire ma réputation ne s'est pas limitée à des mensonges chuchotés dans les couloirs de l'entreprise. Au cours de la 2e semaine après mon licenciement, j'ai découvert l'ampleur réelle de sa vengeance lorsque Maria est rentrée à la maison en larmes après une réunion à l'école de Sophia. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus offrir la bourse, a-t-elle murmuré en retirant son manteau avec des mains tremblantes. La coordinatrice, Madame Williams, a été très polie, mais elle a mentionné qu'ils avaient reçu des informations inquiétantes au sujet de notre situation familiale, au sujet de ta stabilité mentale et de tes problèmes avec la justice. J'ai senti le sang se glacer dans mes veines. L'école privée que fréquentait Sophia était liée à une fondation éducative dont Richard était membre du conseil d'administration. Il ne s'était pas contenté de me licencier, il détruisait systématiquement tous les aspects de notre vie familiale. « Papa, pourquoi maman pleure-t-elle » demanda Sophia depuis le salon, sa petite voix résonnant dans la maison silencieuse. Ma fille, âgée de 7 ans, dont le sourire illuminait n'importe quelle pièce, ne comprenait pas pourquoi notre monde s'écroulait. Ce soir-là, après avoir couché Sophia, je me suis assis dans la cuisine avec une pile de factures impayées devant moi. Le paiement de l'hypothèque était en retard. L'assurance maladie allait être résiliée dans 15 jours. Et maintenant, l'éducation spécialisée dont Sophia avait besoin était utilisée comme une arme contre notre famille. C'est alors que mon téléphone a sonné. Le numéro était inconnu, mais j'ai immédiatement reconnu la voix à l'autre bout du fil. Adam, c'est Michael Santos, du service d'audit interne de Pinacle. Vous vous souvenez de moi ? Michael et moi avions travaillé ensemble sur plusieurs projets au cours de mes premières années dans l'entreprise.
Il était l'un des rares cadres à m'avoir toujours traité avec respect, reconnaissant mon expérience en comptabilité malgré mon poste officiel. Bien sûr, Michael. Que puis-je faire pour vous? En fait, j'ai besoin de vous voir en personne. Il se passe certaines choses ici qui, eh bien, je pense que vous devriez être au courant. Des choses qui pourraient intéresser non seulement vous, mais aussi le FBI. 2 heures plus tard, nous nous sommes retrouvés dans un café discret de l'autre côté de la ville. Michael semblait nerveux, jetant constamment un coup d'œil par-dessus son épaule avant de parler. Adam, ce que Richard t'a fait n'était qu'un début. Après ton départ, il a promu Jonathan au poste de vice-président financier et lui a donné carte blanche sur toutes les transactions. Les transferts que tu as découverts, ils ont triplé au cours des 2 dernières semaines. Il fit glisser un fin dossier sur la table. J'ai réussi à obtenir des copies de certains rapports avant qu'ils ne soient perdus dans les archives. Richard accélère le processus parce qu'il sait que l'audit externe annuel approche. Il prévoit de tout transférer vers des comptes offshore, puis de prétendre qu'il a été piraté ou quelque chose comme ça. J'ai ouvert le dossier et j'ai senti mon souffle se couper. Les chiffres étaient encore pires que ce que j'avais imaginé. Il ne s'agissait pas seulement de 12 millions. 23 millions de dollars avaient été détournés au cours des 5 dernières années, la majeure partie au cours des 6 derniers mois. Michael, pourquoi me montrez-vous cela? Vous pourriez directement le remettre aux autorités. Il poussa un profond soupir. Parce que Richard m'a appelé dans son bureau hier et m'a dit que si je posais des questions gênantes, je finirais comme vous. Licencié, diffamé et sans référence. Ma fille entre à l'université l'année prochaine, Adam. Je ne peux pas prendre ce risque. Mais tu peux m'aider à faire ce qu'il faut, ai-je conclu, comprenant enfin. Exactement. Tu n'as plus rien à perdre avec Richard. Et tu as l'expérience nécessaire pour comprendre ces transactions mieux que n'importe quel auditeur externe. De plus, a-t-il ajouté en se penchant vers moi et en baissant la voix, il y a autre chose. Richard ne sait pas que je suis au courant, mais il prévoit de te faire porter le chapeau pour la fraude. Je me suis senti comme si j'avais reçu un coup de poing dans le ventre. Comment ça? Il est en train de monter un scénario selon lequel tu as découvert le stratagème parce que tu étais impliqué. Un employé mécontent qui a tenté de faire chanter l'entreprise et qui a été licencié lorsqu'il a refusé de coopérer. Il a déjà placé de faux documents dans les anciennes archives, avec ta signature falsifiée. Le café autour de moi sembla s'assombrir. Richard ne se contentait pas de voler des millions, il préparait un bouc émissaire parfait. Un ancien employé ayant accès au système, licencié pour comportement irrégulier, sans moyen de se défendre correctement. Combien de temps avons-nous? Demandai-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais souhaité. L'audit externe commence dans 6 semaines. S'il parvient à transférer le reste de l'argent et à mettre en place sa version de l'histoire d'ici là, vous serez arrêté et il ressortira en héros, le PDG qui a découvert la fraude d'un employé corrompu. Ce soir-là, je suis rentré chez moi avec une clarté d'esprit que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. Maria dormait, mais Sophia avait laissé un dessin sur la table de la cuisine. Notre famille de 3 personnes devant notre maison, tous souriant sous un soleil jaune éclatant. J'ai pris le dessin et je me suis assis au bureau dans le salon, où j'avais l'habitude de payer les factures et d'aider Sophia à faire ses devoirs. Pour la première fois depuis mon licenciement, je ne ressentais ni désespoir ni rage aveugle. Je me sentais déterminé. Richard Blackstone avait commis l'erreur classique de tous les sociopathes. Il avait complètement sous-estimé sa victime. Il voyait un agent d'entretien humilié et supposait que je me cacherais dans un coin jusqu'à ce qu'il ait fini de détruire ma vie. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'après avoir passé 8 ans à l'observer dans les couloirs de Pinacle Industries, je n'avais pas seulement découvert ses crimes. J'avais cartographié tout l'écosystème corporatif de l'entreprise. Je connaissais chaque cadre, chaque processus, chaque faille du système qu'il utilisait pour se protéger. Plus important encore, Richard venait de me donner quelque chose que je n'avais pas auparavant. Un allié interne avec un accès privilégié et une motivation personnelle pour le voir tomber. J'ai ouvert mon ordinateur portable pour la première fois depuis 2 semaines et j'ai commencé à taper. Pas un plan de vengeance émotionnelle ou désespéré, mais une carte stratégique détaillée qui transformerait chaque mouvement de Richard contre moi en preuve supplémentaire contre lui. Pendant 8 ans, j'avais été l'homme invisible qui nettoyait les bureaux pendant que les cadres planifiaient leurs réunions en privé. Maintenant, cette invisibilité allait devenir mon plus grand avantage. Parce qu'il est très difficile de se défendre contre un ennemi que l'on ne considère pas comme une menace réelle. Richard voulait m'utiliser comme bouc émissaire? Parfait. Cela signifiait qu'il devrait expliquer publiquement chaque détail du complot que j'avais découvert. Il voulait détruire ma famille pour me faire taire? Cette erreur venait de me donner la motivation dont j'avais besoin non seulement pour me défendre, mais aussi pour m'assurer qu'il ne puisse plus jamais nuire à quelqu'un d'autre.
Alors que je tapais les premières ébauches de ce qui allait devenir un dossier de 400 pages, une seule question me taraudait l'esprit. Richard croyait-il vraiment qu'un homme prêt à tout pour protéger sa famille serait plus facile à vaincre qu'un employé complaisant? Car s'il le croyait, il était sur le point de découvrir qu'il venait de se mettre à dos exactement le genre d'ennemi que son arrogance l'empêchait de reconnaître. Quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre et tout à gagner en se battant jusqu'au bout. La première phase de mon plan a commencé le lundi suivant, à 5h30 du matin, sur le parking d'un Starbucks situé à 20 minutes de Pinacle Industries. Michael est arrivé à l'heure, portant un sac à dos discret et les yeux rougis par un week-end passé à rassembler des preuves. J'ai réussi à accéder au serveur de sauvegarde de la comptabilité, m'a-t-il chuchoté en me tendant une clé USB. Richard ne sait pas qu'il existe une copie automatique de toutes les transactions des 7 dernières années. Même celles qu'il a essayé d'effacer. Je connectai la clé USB à mon ordinateur portable et sentis mon cœur s'emballer. Ce n'étaient pas seulement des chiffres sur des feuilles de calcul, mais des signatures numériques, des horodatages, des métadonnées qui prouvaient non seulement le vol, mais aussi la tentative délibérée de dissimuler les preuves. Michael, c'est de l'or en barre. Mais nous avons besoin de plus que des preuves financières. Nous avons besoin du contexte, de la structure complète. Au cours des 15 jours suivants, nous avons mis au point un système de communication qui aurait impressionné n'importe quel agent de renseignement. Michael installait de petits appareils d'enregistrement dans les salles de réunion lors de ses inspections de routine. J'analysais les transcriptions chez moi, cartographiant non seulement les crimes financiers, mais aussi tout le réseau de complicité. Nous avons découvert que Jonathan Hay, le nouveau vice-président financier, n'était pas seulement un complice, mais l'architecte d'un deuxième niveau de fraude. Il avait créé des contrats fantômes avec des fournisseurs inexistants, gonflant les coûts d'exploitation pour justifier les transferts suspects. Mais la découverte la plus dévastatrice est venue au cours de la 3e semaine. Richard ne se contentait pas de voler Pinacle Industries. Il avait utilisé l'entreprise comme garantie pour des prêts personnels colossaux, compromettant ainsi l'avenir financier de l'ensemble des 2300 employés. « Adam, regarde ça », m'a dit Michael lors de notre réunion hebdomadaire en me montrant une série de documents. Il a hypothéqué les droits de propriété intellectuelle de l'entreprise. Si ces dettes sont exigées, Pinacle pourrait être contrainte de vendre ses principaux brevets pour les rembourser. L'ampleur de la trahison m'a coupé le souffle. Richard ne se contentait pas d'enrichir ses employés. Il détruisait potentiellement toute l'entreprise pour financer son train de vie extravagant. Ce soir-là, alors que j'aidais Sophia à faire sa rééducation à la maison, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Il ne suffirait pas de dénoncer Richard. Je devais protéger l'entreprise et ses employés de manière à ce que rien de tel ne puisse se reproduire. « Papa, pourquoi tu travailles tout le temps sur ton ordinateur ces derniers temps ?» demanda Sophia d'une petite voix curieuse tandis qu'elle faisait ses exercices de coordination motrice. « Je règle un problème très important, princesse. Un problème qui va aider beaucoup de familles comme la nôtre. » Maria nous rejoignit dans le salon et s'assit à côté de moi sur le canapé. « Adam, je vois que cela te ronge. Es-tu sûr que c'est la bonne chose à faire ?» Je lui ai montré une photo que Michael avait prise du dernier rapport trimestriel. « Tu vois ce chiffre ici ? Richard a volé assez d'argent pour payer le traitement de Sophia pendant les 20 prochaines années. Et assez pour garantir une retraite décente à tous les agents d'entretien qui travaillent dans l'entreprise depuis des décennies. » Les yeux de Maria se sont remplis de larmes. « Alors mettons fin à tout ça une bonne fois pour toutes. » Pendant ce temps, Richard devenait de plus en plus audacieux. Michael m'a raconté qu'il s'était vanté lors d'une réunion de direction d'avoir nettoyé la maison en se débarrassant des éléments indésirables, comme moi. Pire encore, il a commencé à répandre des rumeurs selon lesquelles j'avais tenté de faire chanter l'entreprise avant d'être licencié. Il sème des graines pour justifier sa version de l'histoire, m'a expliqué Michael. Hier encore, je l'ai entendu dire au conseil d'administration qu'il avait découvert des irrégularités dans les anciens dossiers et qu'il enquêtait sur un possible sabotage de la part d'anciens employés mécontents. Si vous suivez cette aventure d'un homme sous-estimé qui se prépare à renverser un empire bâti sur des mensonges, abonnez-vous à la chaîne, car la suite va vous montrer que même les tyrans les plus puissants ont des angles morts fatals. La 4e semaine a apporté le premier obstacle réel. Michael m'a appelé un mardi matin, la voix tendue et chuchotante. « Adam, Richard a engagé une société de sécurité privée pour enquêter sur des fuites internes. Il vérifie tous les accès au système, y compris le mien. » J'ai senti un frisson me parcourir le dos. S'il découvrait notre opération avant que nous soyons prêts, Richard aurait le temps de couvrir ses traces et de mettre en place son récit à mon sujet. « Combien de temps avons-nous » ai-je demandé. « 1 semaine, peut-être 2 au maximum. » C'est alors que j'ai mis en œuvre la partie la plus risquée du plan. Au cours de mes 8 années en tant que superviseur du nettoyage, j'avais mémorisé les codes d'accès d'urgence du bâtiment,
des codes qui permettaient d'entrer pendant les alarmes incendie ou d'autres situations critiques. Des codes que Richard n'aurait jamais imaginé que je possédais. Le jeudi suivant, à 2 heures du matin, je suis entré dans les locaux de Pinacle Industries pour la dernière fois. Pas en tant qu'employé, mais en tant que justicier. Michael avait laissé une copie des clés du bureau de la direction à l'endroit convenu. J'ai passé 3 heures à photographier des documents originaux, à copier des fichiers physiques qui n'existaient pas sous forme numérique, et plus important encore, à installer un petit dispositif de sauvegarde sur les serveurs principaux, ce qui garantirait que toute tentative future d'effacement des preuves serait automatiquement préservée. Lorsque j'ai quitté le bâtiment à 5 heures du matin, j'avais avec moi non seulement suffisamment de preuves pour détruire Richard, mais aussi un plan complet pour restructurer la gouvernance d'entreprise de Pinacle Industries. Le vendredi suivant, Richard a commis l'erreur que j'attendais. Lors d'une réunion avec des investisseurs potentiels, il a présenté des projections financières qui dépendaient directement de l'argent qu'il avait volé. Michael a tout enregistré. Il a pratiquement avoué son crime devant une salle remplie de témoins, m'a dit Michael plus tard. Seulement, il ne savait pas qu'ils écoutaient une confession. Ce soir-là, j'ai passé en revue tous les éléments du dossier que j'avais constitué. 417 pages de preuves documentaires, 53 heures d'enregistrements audio, des photographies de documents originaux et les témoignages de 6 employés qui avaient été témoins d'irrégularités mais avaient peur de parler. Plus important encore, j'avais quelque chose que Richard n'avait jamais imaginé. Une liste complète de tous les investisseurs, clients et partenaires commerciaux de l'entreprise. Des personnes qui avaient le droit de savoir que leurs investissements étaient volés par un sociopathe en costume de marque. Le moment final des préparatifs est arrivé dimanche soir. Maria et Sofia dormaient quand j'ai fini d'imprimer et d'organiser 300 copies physiques du dossier complet. Chaque copie serait envoyée simultanément aux médias, aux organismes de réglementation, aux cabinets d'avocats spécialisés dans la fraude d'entreprise et directement sur le bureau de chaque membre du conseil d'administration. En scellant la dernière enveloppe, je me suis rendu compte que je ne ressentais plus ni colère ni désespoir. Je ressentais quelque chose de beaucoup plus puissant, la certitude absolue que Richard Blackstone avait complètement sous-estimé le type d'ennemi qu'il s'était créé. Pendant 8 ans, j'avais observé dans les couloirs des hommes comme lui détruire des vies sans conséquence. Aujourd'hui, pour la première fois, l'un d'entre eux allait être traduit en justice de manière transparente pour les crimes qu'il avait commis. Le lundi matin, Richard se réveillerait en tant que PDG d'une entreprise de 80 millions de dollars. Le mardi soir, il découvrirait que toute sa vie avait été construite sur des mensonges qui avaient finalement été exposés au grand jour. Mais je n'étais pas encore sûr qu'il comprendrait la véritable leçon qu'il était sur le point d'apprendre. Dans une société juste, peu importe votre pouvoir, il y a toujours quelqu'un qui observe, qui documente et qui attend le bon moment pour s'assurer que la vérité l'emporte sur la corruption. L'exécution a commencé à 6 heures du matin, un lundi, exactement comme prévu. Alors que Richard prenait son café matinal dans son manoir, convaincu qu'il contrôlait totalement le récit de mon licenciement pour conduite inappropriée, 300 copies de mon dossier étaient distribuées simultanément dans des bureaux à travers toute la ville. Le premier signe que quelque chose avait changé est apparu à 8h15. Michael m'a appelé, la voix tendue mais avec une pointe de satisfaction mal contenue. « Adam, tu dois voir ça. Richard vient de recevoir un appel du cabinet d'avocats Morrison et Associates. Il représente 3 des plus gros investisseurs de Pinacle. Il est pâle comme un fantôme. » 20 minutes plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Jennifer Walsh, journaliste d'investigation pour Channel 12, qui avait reçu l'une des copies. « Monsieur Torres, j'ai examiné les documents que nous avons reçus ce matin. Ces chiffres sont-ils réels? Nous avons ici la preuve de 23 millions de dollars de transferts frauduleux répartis sur 5 ans. Chaque chiffre a été vérifié 3 fois, Madame Walsh. J'ai des enregistrements audio confirmant les transactions, ainsi que les documents originaux signés. Pouvons-nous nous rencontrer aujourd'hui? Cette histoire sera diffusée ce soir. » À 9h30, le premier tremblement de terre frappa Richard de plein fouet. Le bureau de la Commission des valeurs mobilières appela pour demander une réunion d'urgence dans l'après-midi. 15 minutes plus tard, ce fut au tour du FBI. Michael réussit à enregistrer la conversation téléphonique de Richard avec son avocat personnel, Harold Mackenzie. La voix du PDG, habituellement posée et autoritaire, était aiguë et trahissait une panique mal dissimulée. « Harold, quelqu'un a divulgué des informations confidentielles sur les opérations internes de l'entreprise. Nous avons besoin d'une injonction pour empêcher la publication de documents obtenus illégalement. » Richard, j'ai reçu 5 appels ce matin provenant de différents organismes. Ils ne sont pas intéressés par des injonctions. Ils veulent des explications. De quel type des opérations internes s'agit-il? Le silence qui suivit dura près d'1 minute. À 10h45,
Richard convoqua une réunion d'urgence avec l'ensemble du conseil d'administration. Michael était présent et m'a transmis chaque mot en temps réel par le biais de messages codés. « Messieurs, il semble que nous ayons un problème. Un ancien employé mécontent diffuse des informations erronées sur notre entreprise afin de nuire à notre réputation avant l'audit. » Le directeur des opérations, William Chen, l'interrompit. « Richard, nous avons reçu un appel du bureau du procureur fédéral. Ils veulent avoir accès à nos registres financiers des 5 dernières années. Cela ne semble pas concerner un simple employé mécontent. Et notre assureur a résilié la police d'assurance responsabilité civile des dirigeants il y a 1 heure, a ajouté la directrice juridique, Sarah Martinez. Ils ont dit que cette décision était fondée sur des informations reçues concernant une possible malversation systématique au sein de l'entreprise. » C'est à ce moment-là que Richard a enfin compris l'ampleur de la situation. Il ne s'agissait pas seulement d'un problème de relations publiques qui pouvait être étouffé à coups d'avocats coûteux et de déclarations soigneusement préparées. Il s'agissait d'une enquête complète et coordonnée menée par plusieurs autorités, toutes disposant de preuves détaillées et vérifiées. À 11h30, il a commis sa première erreur sous le coup de la panique. Richard m'a appelé directement sur mon portable. « Adam, il faut qu'on parle », m'a-t-il dit d'une voix qu'il s'efforçait de garder calme, mais je pouvais percevoir le désespoir sous-jacent. « Il y a eu un malentendu au sujet de ton licenciement. On peut peut-être régler ça à l'amiable. » « Il n'y a aucun malentendu, Richard. Vous m'avez traité de « simple nettoyeur » et m'avez dit que je devrais me contenter de nettoyer les toilettes. Vous avez ensuite répandu des mensonges sur ma santé mentale et tenté de me faire accuser de crimes que vous avez commis. Écoutez, Adam, je sais que vous êtes en colère, mais soyons pratiques. Vous avez une famille à charge. Je peux vous offrir une indemnité généreuse si vous clarifiez publiquement qu'il y a eu des malentendus dans vos allégations. Il rit doucement. Quel genre d'indemnité? 50 000. En espèces. Aujourd'hui même. Richard, vous avez volé 23 millions de dollars. 50 000, c'est ce que vous dépensiez en déjeuner d'affaires en 2 mois. Le silence s'est prolongé pendant près de 30 secondes avant qu'il ne reprenne la parole, d'une voix visiblement altérée. Que voulez-vous, Adam? Soyez raisonnable. Je veux que vous avouiez publiquement chaque centime que vous avez volé. Je veux que vous rendiez tout l'argent. Et je veux que vous présentiez des excuses personnelles à chaque employé que vous avez lésé par vos fraudes. C'est impossible. Vous ne comprenez pas les complexités du monde des affaires. En fait, Richard, je comprends parfaitement. J'ai 2 diplômes universitaires que vous n'avez jamais pris la peine de vérifier lorsque vous m'avez embauché comme agent d'entretien il y a 8 ans. Je comprends exactement comment vous avez structuré vos sociétés écrans aux îles Caïmans, comment vous avez falsifié des documents de consultation et comment vous avez utilisé le compte d'acquisition comme votre compte bancaire personnel. Pour la première fois depuis le début de la conversation, Richard resta complètement silencieux. Ah, et Richard? J'ai des enregistrements de vos conversations téléphoniques où vous vous vantez d'être trop intelligent pour vous faire prendre et où vous traitez vos employés de bétail. J'ai des photos des documents originaux signés par vous autorisant des transferts frauduleux. Et j'ai des témoins qui ont entendu vos aveux involontaires à des investisseurs. C'est impossible, murmura-t-il, mais sa voix n'avait plus aucune conviction. C'est possible quand on passe 8 ans à être invisible dans les couloirs de sa propre entreprise, Richard. Vous n'avez jamais remarqué que je n'étais pas un simple agent d'entretien. Vous n'avez jamais remarqué que je classais les documents par ordre chronologique, que je prenais des notes sur les divergences, que je photographiais les preuves chaque fois que je trouvais des irrégularités. À 2 heures de l'après-midi, la situation de Richard avait complètement dégénéré. Le conseil d'administration avait convoqué une réunion d'urgence. 3 investisseurs importants exigeaient des explications immédiates. Le FBI lui avait demandé de ne pas quitter la ville. Et le journal télévisé de l'après-midi annonçait une enquête fédérale sur une fraude massive dans une entreprise locale. C'est alors qu'il a commis sa 2e erreur sous le coup de la panique. Il a tenté de s'enfuir. Michael m'a appelé à 3h15, la voix chargée d'urgence. Adam, Richard vient de quitter le bâtiment en courant. Littéralement en courant. Il a pris sa voiture personnelle et a quitté le parking en dérapant. Je pense qu'il essaie de se rendre à l'aéroport. J'ai souri calmement en marchant sur le trottoir vers ma propre voiture. Michael, tu te souviens que je t'ai dit avoir installé des dispositifs de sauvegarde sur les serveurs la semaine dernière? Oui, pour conserver des preuves au cas où il essaierait d'effacer des fichiers. Eh bien, j'ai également installé un petit traceur GPS dans sa voiture. Et plus important encore, j'ai utilisé mes contacts dans le secteur de l'aviation pour faire inscrire son nom sur la liste de surveillance de la sécurité aéroportuaire. 45 minutes plus tard, Richard découvrait que non seulement son billet pour les Bahamas avait été annulé,
mais que des agents fédéraux l'attendaient dans le terminal des départs internationaux. Le dernier appel est arrivé à 17 heures. Richard, désormais en détention pour être interrogé, a été autorisé à passer un coup de fil. Il a choisi de m'appeler. Adam, sa voix était brisée, vaincu. Comment as-tu fait ça? Comment as-tu réussi à coordonner tout ça? Richard, pendant 8 ans, tu m'as traité comme si j'étais un meuble de bureau. Invisible, interchangeable, sans valeur intellectuelle. Mais être invisible m'a donné accès à tous les recoins de ton organisation. Être sous-estimé m'a permis de documenter chaque crime sans éveiller les soupçons. Et être licencié m'a libéré de toute contrainte professionnelle. Mais les relations, les contacts avec les autorités, la coordination. Ah, ça. Vous avez oublié de vérifier mon parcours avant la crise de 2008. J'ai travaillé dans l'audit judiciaire pour l'un des plus grands cabinets comptables du pays. J'ai des amis dans chaque agence de réglementation, dans plusieurs cabinets d'avocats spécialisés dans la fraude d'entreprise et dans 3 rédactions de journaux différents. Je pouvais entendre sa respiration haletante à l'autre bout du fil. La différence entre nous, Richard, c'est que vous avez utilisé vos relations pour couvrir des crimes. J'ai utilisé les miennes pour révéler la vérité. Que va-t-il se passer maintenant? Vous allez maintenant devoir faire face aux conséquences de tous les choix que vous avez faits au cours des 5 dernières années. Le FBI dispose de suffisamment de preuves pour vous poursuivre pour fraude bancaire, blanchiment d'argent, évasion fiscale et complot. Le fisc fédéral est en train de vérifier vos comptes personnels. Et la Commission des valeurs mobilières est en train de révoquer votre licence pour exploiter toute entreprise publique. Un long silence s'ensuivit. Vous savez quoi, Richard? Demain matin, les 2300 employés de Pinacle recevront une lettre leur expliquant exactement comment vous leur avez volé leur argent. Et leur expliquant comment la nouvelle structure de gouvernance d'entreprise, qui sera mise en place sous supervision fédérale, garantira que cela ne se reproduira plus jamais. Vous avez détruit ma vie, murmura-t-il. Non, Richard. Vous avez détruit votre propre vie. Je me suis contenté de documenter le processus et de m'assurer qu'il y aurait des conséquences. Lorsque je raccrochai le téléphone, pour la première fois depuis des semaines, je sentis un calme profond m'envahir. Ce n'était pas une satisfaction vindicative ou la joie de voir un ennemi tomber. C'était quelque chose de beaucoup plus puissant. La certitude tranquille que la justice, lorsqu'elle est rendue avec patience, précision et des preuves irréfutables, est l'un des rares antidotes réels contre la corruption systémique. Richard Blackstone avait passé 5 ans à croire que le pouvoir des entreprises le rendait intouchable. Cet après-midi-là, il a découvert qu'aucune position n'est assez élevée pour échapper aux conséquences lorsque quelqu'un qui possède les connaissances, la détermination et l'accès à la vérité décide que l'heure est venue de rendre des comptes. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Car tandis que Richard faisait face à un interrogatoire fédéral, je me préparais à la phase finale du plan. Veiller à ce que sa chute se transforme en une reconstruction réelle et durable pour tous ceux qui l'avaient lésé. La condamnation de Richard Blackstone a fait date dans les tribunaux fédéraux. 16 mois après son arrestation à l'aéroport, il a été condamné à 22 ans de prison fédérale pour fraude bancaire, blanchiment d'argent et évasion fiscale. Plus important encore, il a été condamné à rembourser intégralement les 23 millions de dollars volés, ainsi que des amendes totalisant 41 millions supplémentaires. Je me suis assis au premier rang du tribunal le jour du verdict, regardant l'homme qui m'avait traité de simple agent d'entretien, être menotté et emmené en uniforme orange de prisonnier. Ses cheveux gris parfaitement coiffés avaient laissé place à un crâne mal rasé. Son costume italien à 3000 $ avait été remplacé par le tissu rugueux standard du système pénitentiaire. Lorsque nos regards se sont croisés pour la dernière fois, je n'ai plus vu l'arrogance qui définissait sa personnalité. J'ai vu quelque chose que je n'aurais jamais imaginé voir sur le visage de Richard Blackstone, l'acceptation totale de la défaite. Monsieur Torres, m'a appelé le juge Wilson après le verdict. Souhaitez-vous faire une déclaration? Je me suis levé, ajustant le costume neuf que j'avais acheté spécialement pour cette occasion. Votre honneur, pendant 8 ans, j'ai travaillé dans les couloirs de Pinacle Industries, observant des hommes en costume coûteux prendre des décisions qui affectaient des milliers de familles de travailleurs. J'ai appris que le véritable pouvoir ne réside pas dans la position que vous occupez, mais dans la responsabilité que vous acceptez. J'ai regardé Richard droit dans les yeux. Cet homme a choisi d'utiliser son pouvoir pour voler l'avenir de personnes qui lui faisaient confiance. Aujourd'hui, la justice a prouvé que peu importe à quel niveau vous grimpez dans l'échelle hiérarchique, vos actes ont toujours des conséquences. 3 mois plus tard, j'ai été officiellement nommé directeur de l'intégrité d'entreprise chez Pinacle Industries. Le conseil d'administration m'a offert un salaire de 150 000 $ par an, soit plus de 4 fois ce que je gagnais en tant que superviseur du nettoyage. Mais le véritable changement ne se trouvait pas dans ma fiche de paie.
J'ai mis en place un système de signalement anonyme permettant à tout employé de signaler des irrégularités directement au conseil d'administration. J'ai créé un audit mensuel dans le cadre duquel je vérifiais personnellement toutes les transactions supérieures à 10 000 $. Michael Santos a été promu directeur financier. Ensemble, nous avons reconstruit tout le département financier avec des procédures qui rendaient impossible la répétition des crimes de Richard. Adam, m'a dit Michael lors d'une réunion 6 mois après ma promotion, vous n'avez pas seulement dénoncé la fraude. Vous avez transformé toute la culture d'entreprise. La productivité de l'entreprise a augmenté de 36% la première année. Le taux de rotation du personnel est tombé à pratiquement zéro. Les gens voulaient travailler dans une entreprise où ils se sentaient valorisés et écoutés. Sophia, ma fille, a non seulement repris son traitement, mais elle a également été acceptée dans un programme spécial pour enfants surdoués. L'école qui avait annulé sa bourse à cause des mensonges de Richard lui offrait désormais une bourse complète. « Papa », m'a-t-elle dit un matin, « la maîtresse a dit que tu étais célèbre pour avoir été très courageux. » C'est vrai? Je me suis agenouillé à côté d'elle et j'ai regardé ses yeux brillants. « Sophia, je n'ai pas été courageux. J'ai simplement décidé que certaines choses étaient trop importantes pour être acceptées en silence. Quand quelqu'un fait du mal à des personnes que vous aimez, vous trouvez en vous une force que vous ne soupçonniez pas. 1 an et demi plus tard, j'ai reçu un appel inattendu de l'avocat de Richard. Mon client aimerait vous parler. Il veut s'excuser. 3 jours plus tard, j'ai entendu la voix de Richard depuis la prison. Basse, rauque, dépouillée de toute l'autorité qui la caractérisait auparavant. Adam, je t'ai appelé parce que reconnaître le mal que nous avons causé fait partie du processus de guérison. Vous avez essayé de m'avertir. Je vous ai humilié. Vous n'étiez pas mon ennemi. Vous étiez ma conscience. Richard, j'espère que vous profiterez de ces années pour réfléchir au genre de personne que vous voulez être à votre sortie. Vous avez des enfants. Ils méritent un meilleur père. Ils le méritent, a-t-il acquiescé, la voix brisée. Adam, merci de me donner la chance d'être cet homme. 2 ans plus tard, Pinacle Industries a été nommée entreprise de l'année par le magazine Business Ethic. Lors de la cérémonie à Chicago, j'ai pris la parole devant 500 dirigeants d'entreprise. Il y a 4 ans, j'étais un homme invisible. Je portais un uniforme bleu et j'étais traité comme un meuble. Cette invisibilité m'a appris que le véritable caractère d'une organisation se révèle dans la manière dont elle traite les personnes qui n'ont pas le pouvoir de se défendre. Lorsque j'ai dénoncé une fraude massive au sein de l'entreprise, ce n'était pas par vengeance. C'était par sens des responsabilités. Dans une société juste, personne n'est au-dessus des comptes, peu importe le prix de son costume ou son poste. Des centaines de personnes se sont levées pour l'applaudir. Des dizaines de cadres se sont ensuite approchés pour raconter leur propre expérience de dénonciation d'irrégularité. Aujourd'hui, 5 ans après l'arrestation de Richard, mon entreprise Torres Integrity Solutions travaille avec 43 organisations dans 12 États. Sophia est au lycée, où elle excelle en mathématiques. Maria a terminé son MBA. Quant à Richard, il a été libéré sur parole après 4 ans. J'ai entendu dire qu'il travaille comme comptable dans l'Oregon, gagnant 1/10 de ce qu'il volait chaque mois. Si cette histoire de transformation est la preuve que même l'homme le plus sous-estimé peut renverser des empires bâtis sur des mensonges vous ont touché, abonnez-vous à la chaîne. Nous avons des dizaines d'histoires qui montrent qu'il existe toujours un moyen intelligent de faire en sorte que vos oppresseurs subissent les conséquences de leurs actes. La semaine dernière, un jeune agent d'entretien de San Francisco m'a demandé conseil au sujet d'irrégularités qu'il avait découvertes dans son entreprise. Je lui ai immédiatement répondu en lui offrant gratuitement mes conseils. Car j'ai appris que le véritable pouvoir ne réside pas dans la vengeance contre ceux qui vous ont sous-estimé. Il réside dans l'utilisation de votre expérience pour vous assurer que d'autres n'auront jamais à vivre ce que vous avez vécu. Richard croyait que sa position le rendait intouchable. Il a découvert qu'il avait complètement sous-estimé le pouvoir d'un homme qui n'avait rien à perdre et tout à gagner en se battant pour la vérité. La dernière fois que j'ai entendu parler de Richard, il se rendait au travail à vélo à Portland. Moi, j'inaugurais mon 4e bureau régional. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de faire tomber son ennemi. C'est de monter si haut qu'il devient insignifiant.